Imaginez-vous réveiller un matin pour découvrir que tous les miroirs de votre maison ont été remplacés pendant la nuit. Pas par d'autres miroirs, mais par des fenêtres. Des fenêtres qui donnent directement sur la vie d'étrangers qui prétendent vous connaître mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ils vous regardent vous brosser les dents et voient de l'arrogance là où vous voyez de la confiance. Ils vous observent vous habiller et témoignent de l'insécurité qui se déguise en style. Ils étudient votre routine matinale et reconnaissent des schémas d'autosabotage que vous avez réussi à vous convaincre n'être que des petites manies. Maintenant, imaginez que ces étrangers commencent à vous parler à travers le verre. Tu n'es pas celui que tu crois être, murmure-t-il. La personne que tu prétends être, nous voyons à travers cette performance. Nous voyons la rage que tu as enterrée sous ta politesse, la terreur que tu as déguisée en ambition, la solitude profonde que tu as rebaptisée indépendance. Comment réagiriez-vous? Briseriez-vous toutes les fenêtres de votre maison? Les condamneriez-vous? Ou auriez-vous enfin le courage de regarder à travers ces fenêtres et de vous voir tel que vous êtes vraiment? Ceci n'est pas une expérience de pensée. C'est votre vie qui se déroule en ce moment même. Chaque personne que vous rencontrez est l'une de ces fenêtres. Chaque conflit qui vous déclenche, chaque compliment qui vous met mal à l'aise, chaque critique qui blesse trop profondément, ils reflètent tous quelque chose vers vous que vous essayez désespérément de ne pas voir. Carl Jung l'avait compris quand il observa. Le miroir ne ment jamais, mais toi, si. Mais voici ce qui rend cette révélation si psychologiquement dévastatrice. Vous êtes devenu si habile à vous mentir que vous avez oublié que vous le faites. La tromperie est devenue fluide, automatique, invisible même pour vous. Vous avez construit une identité entière bâtie sur des demi-vérités soigneusement sélectionnées, des omissions pratiques et des fabrications pures et simples sur qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Considérez ceci. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un vous a accusé de quelque chose qui vous a rendu instantanément, violemment en colère? Pas agacé, pas frustré, mais cette rage aveugle et primitive qui surgit des profondeurs de votre être comme une bête réveillée. Cette colère n'était pas dirigée contre l'accusation elle-même. Elle était dirigée contre la vérité qu'elle contenait. Jung savait que nos réactions les plus viscérales révèlent nos mensonges les plus profonds. Il comprenait que nous ne nous mettons pas en colère contre les mensonges qu'on nous dit, nous nous mettons en colère contre les vérités qu'on nous révèle. La rage est le système d'alarme de l'ego, le signal que quelqu'un s'approche trop près de quelque chose que nous avons caché, même de nous-mêmes. Mais voici le paradoxe qui va vous hanter. Si les miroirs ne mentent jamais, pourquoi voyez-vous quelque chose de différent chaque fois que vous regardez? Pourquoi le même reflet qui vous réconfortait hier vous remplit-il maintenant d'inquiétude? Pourquoi apercevez-vous vos parents dans vos traits quand vous juriez ne leur ressembler en rien? Pourquoi les étrangers voient-ils parfois en vous des qualités dont vous êtes certain qu'elles n'existent pas, tandis que vous restez aveugle aux traits que tout le monde reconnaît immédiatement? La réponse ne se trouve pas dans le miroir, elle se trouve dans la mythologie élaborée que vous avez construite sur vous-même, l'histoire que vous racontez pour éviter de confronter ce que le miroir montre réellement. Chaque être humain est à la fois l'observateur et l'observé, le narrateur est le personnage principal d'une histoire qu'il réécrit constamment pour préserver l'illusion de cohérence, de noblesse, de contrôle. Et c'est là que commence le véritable drame de l'existence humaine. Pour comprendre pourquoi nous mentons si naturellement à nous-mêmes, nous devons descendre dans les fondations même de la psyché humaine. Jung l'appelait l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de reconnaître, que nous repoussons dans l'obscurité de l'inconscient parce qu'elle menace l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Mais l'ombre n'est pas simplement nos défauts ou nos vices. C'est tout ce que nous avons rejeté pour devenir acceptable, tout ce que nous avons sacrifié sur l'autel de l'approbation sociale. Dès votre plus jeune âge, vous avez appris une leçon terrible. Être authentique était dangereux. Quand vous exprimiez votre colère, on vous disait que vous étiez méchant. Quand vous montriez votre peur, on vous traitait de faible. Quand vous révéliez votre exubérance naturelle, on vous demandait de vous calmer. Petit à petit, vous avez compris que l'amour et l'acceptation étaient conditionnels. Ils dépendaient de votre capacité à présenter une version édulcorée, socialement acceptable de qui vous étiez vraiment. Arthur Schopenhauer comprenait cette dynamique quand il écrivait que nous sommes comme des hérissons dans l'hiver. Si nous nous rapprochons trop, nous nous blessons mutuellement avec nos pics. Si nous nous éloignons trop, nous mourrons de froid. Alors nous avons appris à porter des masques, à développer ce que Jung appelait la persona, cette façade que nous présentons au monde et que nous finissons par confondre avec notre véritable identité.
Mais voici où le mensonge devient véritablement diabolique. Nous ne mentons pas seulement aux autres. Nous commençons à nous mentir à nous-mêmes. Nous refoulons tellement nos aspects inacceptables que nous oublions qu'ils existent. L'homme d'affaires impitoyable se convainc qu'il est efficace. La mère étouffante se persuade qu'elle est protectrice. Le narcissique se dit qu'il a simplement confiance en lui. Ce ne sont pas des mensonges conscients, ce sont des distorsions cognitives si profondes qu'elles reforment la réalité elle-même. Nietzsche avait identifié ce phénomène dans sa critique de la morale bourgeoise. L'homme est l'animal qui peut se promettre, mais aussi l'animal qui peut se mentir. Il voyait comment nous utilisons la morale et les idéaux non pas pour nous élever, mais pour justifier nos lâchetés, nos ressentiments, nos désirs de pouvoir déguisés en vertu. Le processus est insidieux parce qu'il s'auto-renforce. Plus nous nions certains aspects de nous-mêmes, plus ils deviennent puissants dans l'ombre. Ils commencent à influencer nos comportements de manière que nous ne reconnaissons pas. L'homme qui nie sa vulnérabilité devient cruel envers la faiblesse chez les autres. La femme qui refuse sa colère développe une passive agressivité qui empoisonne ses relations. Le parent qui n'accepte pas ses propres échecs projette une pression écrasante sur ses enfants. Jung observait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Nos jugements les plus sévères sont des miroirs de nos rejets intérieurs les plus profonds. Quand vous ressentez une aversion viscérale pour quelqu'un, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne révèle de moi que je refuse de voir? Mais le problème va bien au-delà de la psychologie individuelle. Nous vivons dans une société qui non seulement encourage le mensonge de soi, mais qui le récompense. Les médias sociaux ont transformé la construction de personas en industrie. Nous curons nos vies comme des œuvres d'art, présentant des versions idéalisées qui n'ont que peu de rapport avec notre réalité intérieure. Nous mesurons notre valeur par les likes, les commentaires, les validations externes, tout en perdant contact avec qui nous sommes vraiment sous ces performances constantes. L'existentialiste Jean-Paul Sartre appelait cela la mauvaise foi. Cette capacité humaine unique de se mentir à soi-même sur sa propre nature et sa liberté. Nous prétendons que nous n'avons pas le choix quand nous avons peur de faire des choix difficiles. Nous disons que nous sommes comme ça quand nous refusons de changer. Nous affirmons que les circonstances nous contrôlent quand nous avons peur d'assumer la responsabilité de nos vies. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, observait quelque chose de profond. Même dans les conditions les plus extrêmes, nous gardons la liberté de choisir notre attitude face aux circonstances. Mais cette liberté terrifiante, cette responsabilité ultime pour qui nous choisissons d'être, est exactement ce que nous fuyons quand nous nous mentons à nous-mêmes. Le mensonge de soi devient donc une prison dorée. Il nous protège de la douleur de la vérité, mais il nous prive aussi de la possibilité d'une transformation authentique. Nous restons figés dans des patterns de comportement qui ne nous servent plus, dans des identités qui nous étouffent, dans des relations qui nous diminuent. Tout cela parce que regarder dans le miroir et voir ce qui est vraiment la demande un courage que peu sont prêts à mobiliser. Et pourtant, quelque part au fond de vous, une voix continue de murmurer la vérité. Cette voix que vous entendez dans les moments de silence, dans la douche, en conduisant seul, juste avant de vous endormir, c'est votre psyché qui tente désespérément de percer le voile de vos mensonges. Mais les conséquences de ne pas l'écouter s'étendent bien au-delà de l'inconfort psychologique. Elles infiltrent chaque aspect de votre existence, créant une cascade d'effets que vous attribuez au destin, à la malchance ou aux autres sans jamais reconnaître votre propre rôle dans leur création. Considérez vos relations. Avez-vous remarqué comment vous attirez constamment le même type de personnes, comment les mêmes dynamiques toxiques se répètent, peu importe combien vous changez de partenaire, d'amis ou d'environnement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre ombre qui orchestre ces rencontres. Les parties de vous que vous niez cherchent désespérément à s'exprimer à travers les autres. Vous attirez des personnes qui portent vos qualités refoulées et ensuite vous les détestez pour cela. L'homme qui nie sa propre sensibilité épouse une femme trop émotionnelle qu'il finit par mépriser. La femme qui refuse sa propre agressivité s'entoure d'hommes dominateurs qu'elle combat constamment. Nous projetons nos aspects rejetés sur les autres, puis nous nous battons contre ces projections comme si nous combattions des ennemis extérieurs, sans jamais réaliser que nous nous battons contre nous-mêmes. Les neurosciences modernes révèlent l'étendue troublante de cette autotromperie. Votre cerveau, dans sa quête obsessionnelle de cohérence narrative, altère littéralement vos souvenirs pour qu'ils correspondent à l'image que vous avez de vous-même.
Les études sur le biais de confirmation montrent que vous filtrez automatiquement les informations qui contredisent votre autoperception, ne retenant que ce qui confirme vos croyances existantes. Vous ne voyez pas la réalité, vous voyez une version de la réalité façonnée par vos dénis. Cette distorsion crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, cette tension douloureuse entre ce que vous prétendez être et ce que vous êtes réellement. Pour réduire cette tension, votre esprit déploie des mécanismes de défense de plus en plus sophistiqués. La rationalisation transforme vos échecs en leçons d'apprentissage. La projection fait de vos défauts les défauts des autres. La sublimation déguise vos désirs inacceptables en nobles aspirations. Mais ces mécanismes ont un coût énergétique énorme. Maintenir un mensonge demande un effort constant. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés sans raison apparente, pourquoi l'anxiété et la dépression explosent dans nos sociétés d'abondance. Nous dépensons une énergie colossale à maintenir des façades qui nous étouffent, à réprimer des vérités qui demandent à être exprimées, à fuir des aspects de nous-mêmes qui ne disparaîtront jamais, peu importe à quel point nous les ignorons. Vos choix de carrière révèlent cette dynamique avec une clarté brutale. Combien de personnes choisissent des professions qui leur permettent d'éviter leur peur plutôt que de suivre leur passion authentique? L'introverti qui devient commercial pour surmonter sa timidité finit par détester chaque jour de travail. L'artiste qui entre dans la finance pour la sécurité développe une amertume qui empoisonne tout ce qu'il touche. Nous prenons des décisions basées non sur qui nous sommes, mais sur qui nous pensons devoir être, et ensuite nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si vides. L'impact sur votre santé physique est tout aussi dévastateur. Le stress chronique de maintenir une fausse identité déclenche une cascade de réponses inflammatoires. Votre système immunitaire s'affaiblit. Votre sommeil se dégrade. Vos habitudes alimentaires se détériorent. Les maladies psychosomatiques, ces mystérieux maux physiques sans cause médicale apparente, sont souvent les cris d'alarme d'une psyché en détresse. Des symptômes qui portent le message symbolique de ce que vous refusez de reconnaître consciemment. Plus insidieusement encore, vos mensonges créent des patterns transgénérationnels. Vous transmettez inconsciemment à vos enfants les mêmes dénis, les mêmes peurs, les mêmes limitations que vous n'avez jamais osé affronter. L'enfant observe non pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes. Il absorbe vos tensions non résolues, vos conflits intérieurs, vos mécanismes de défense. Ainsi, vos mensonges deviennent leur héritage, leurs chaînes invisibles qu'ils porteront peut-être toute leur vie. Socialement, cette épidémie d'autotromperie crée ce que Jung appelait des complexes collectifs, des névroses partagées qui façonnent la culture entière. Regardez autour de vous la polarisation politique, l'intolérance croissante, l'incapacité à engager un dialogue authentique. Ce ne sont pas que des problèmes sociaux. Ce sont les manifestations collectives de millions d'individus qui projettent leurs ombres non reconnues sur des groupes entiers, créant des ennemis externes pour éviter de confronter leurs démons intérieurs. Vous participez à cette dynamique chaque fois que vous diabolisez ceux qui pensent différemment, chaque fois que vous vous sentez supérieur à ceux qui commettent des erreurs que vous vous refusez à admettre avoir commises vous-même. Vos jugements moraux les plus véhéments révèlent souvent vos propres tentations les plus dangereuses. Et au centre de tout cela, dans le silence de votre solitude, vous ressentez cette étrange sensation d'être déconnecté de votre propre vie, comme si vous regardiez quelqu'un d'autre vivre une existence qui devrait être la vôtre. C'est le prix ultime du mensonge de soi. Vous perdez l'accès à votre propre authenticité, à votre propre pouvoir créateur, à votre propre capacité de joie spontanée. Mais cette déconnexion contient aussi la clé de votre libération. Il existe un moment dans la vie de chaque être humain où la douleur de rester le même devient plus grande que la peur du changement. C'est dans ce moment de crise existentielle que naît la possibilité d'une véritable transformation. Jung l'appelait l'individuation, ce processus héroïque par lequel nous cessons d'être ce que les autres attendent de nous et commençons enfin à devenir qui nous sommes vraiment. Mais attention, ce n'est pas un chemin pour les faibles de cœur. Affronter vos mensonges les plus profonds revient à mourir psychologiquement pour renaître différemment. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles parlent de mort initiatique, pourquoi les mythes du héros impliquent toujours une descente aux enfers avant la résurrection. Vous ne pouvez pas intégrer votre ombre sans d'abord l'affronter dans toute sa terrifiante réalité. La première étape de cette rébellion contre vous-même est peut-être la plus radicale. Vous devez apprendre à accueillir vos réactions émotionnelles les plus intenses comme des messagers précieux plutôt que comme des ennemis à combattre.
Quand quelqu'un vous met en colère, au lieu de chercher immédiatement à justifier cette colère ou à la projeter sur l'autre, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne révèle de moi que je refuse de voir? Cette simple question peut transformer chaque conflit en opportunité d'autodécouverte. Nietzsche parlait de l'amor fati, l'amour du destin. Mais il ne s'agissait pas d'acceptation passive. Il s'agissait d'embrasser si totalement tous les aspects de votre existence, y compris les plus sombres, que vous pourriez dire oui à revivre exactement la même vie, avec tous ses erreurs, ses échecs, ses hontes. Cette acceptation radicale ne vous affaiblit pas, elle vous libère de l'énergie colossale que vous dépensez à résister à ce qui est déjà là. Prenez l'exemple de celui qui découvre sa propre capacité de cruauté. Au lieu de la nier ou de la justifier, il peut choisir de la reconnaître. Oui, je porte en moi cette capacité de faire du mal. C'est une partie de mon héritage humain. Cette reconnaissance ne le rend pas cruel. Elle lui donne le pouvoir conscient de choisir la compassion, non pas par naïveté, mais par connaissance de ce dont il est capable. L'intégration de l'ombre suit un processus contre-intuitif. Plus vous acceptez vos aspects négatifs, plus vous avez accès à leurs aspects positifs. La colère reconnue devient une force de justice. La peur intégrée devient prudence et discernement. L'orgueil assumé devient une confiance authentique. Vos défauts ne disparaissent pas, ils se transforment en force consciente que vous pouvez diriger. Mais cette transformation demande une pratique quotidienne de ce que Jung appelait l'observation de soi sans jugement. Commencez par de petites choses. Quand vous vous surprenez à mentir, même ces petits mensonges sociaux inoffensifs, arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de cacher? De qui ai-je peur du jugement? Quand vous vous entendez critiquer quelqu'un avec une véhémence particulière, retournez cette critique vers vous. En quoi cette personne me ressemble-t-elle? L'histoire nous offre des exemples puissants de ceux qui ont entrepris cette rébellion intérieure. Saint Augustin, dans ses Confessions, n'a pas cherché à justifier ses erreurs passées, il les a exposées avec une honnêteté brutale, découvrant dans cette vulnérabilité une force spirituelle qu'aucune perfection feinte n'aurait pu lui donner. Gandhi a parlé ouvertement de ses propres préjugés et de ses échecs, trouvant dans cette transparence le pouvoir d'inspirer des millions de personnes. Plus récemment, nous voyons cette dynamique chez les leaders les plus authentiques de notre époque. Ils ne prétendent pas être parfaits, ils partagent leurs luttes, leurs doutes, leur processus d'apprentissage. Cette vulnérabilité, loin de les affaiblir, crée une connexion humaine profonde que l'invulnérabilité ne peut jamais atteindre. Pratiquement, cette rébellion commence par ce que vous pourriez appeler l'inventaire radical. Prenez une feuille de papier et listez tous les jugements que vous portez sur les autres, leurs défauts qui vous irritent le plus, leurs comportements que vous trouvez répréhensibles. Puis, avec un courage brutal, cherchez ces mêmes traits en vous. Pas sous leur forme exacte, mais dans leur essence. L'avare que vous méprisez vous révèle peut-être votre propre peur du manque. L'arrogant que vous critiquez reflète peut-être votre propre insécurité déguisée. Cette pratique n'est pas de la complaisance ou de l'autoflagellation. C'est de la libération pure. Chaque aspect de vous que vous réclamez consciemment est un aspect qui ne peut plus vous contrôler inconsciemment. Chaque vérité que vous osez regarder en face est une vérité qui ne peut plus vous hanter dans l'ombre. Mais voici le paradoxe le plus beautiful. Plus vous acceptez vos aspects sombres, plus vous découvrez votre lumière authentique. Car ce que vous avez refoulé avec vos défauts, ce sont aussi vos qualités les plus uniques, vos talents les plus originaux, votre créativité la plus puissante. En rejetant votre ombre, vous avez aussi rejeté votre génie. La vraie rébellion, donc, n'est pas contre le monde, elle est contre l'image édulcorée que vous avez créée de vous-même. Elle demande de devenir un étranger pour tous ceux qui vous connaissent dans votre version socialement acceptable, de risquer la désapprobation de ceux qui préfèrent vos mensonges confortables à votre vérité dérangeante. Et c'est là que commence la véritable aventure de votre existence. Voici la révélation qui va tout changer. Le miroir dont parlait Jung n'a jamais été à l'extérieur de vous. Il n'est pas dans les yeux des autres, pas dans les critiques que vous recevez, pas dans les conflits qui vous révèlent. Le miroir, c'est votre propre conscience, cette capacité uniquement humaine de vous observer vous-même en train de vivre, de penser, de ressentir. Et la raison pour laquelle le miroir ne ment jamais n'est pas qu'il est impartial, mais qu'il est vous, dans votre état le plus pur, avant que l'ego n'intervienne pour filtrer, déformer, justifier. Cette conscience pure,
que les mystiques appellent le témoin intérieur, que les philosophes nomment conscience réflexive, que Jung identifiait comme le soi avec un S majuscule. Cette conscience vous observe constamment. Elle voit chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque intention que vous formez. Elle connaît vos vraies motivations derrière vos actions les plus nobles. Elle reconnaît vos peurs derrière vos colères les plus justifiées. Elle perçoit votre vulnérabilité derrière vos défenses les plus sophistiquées. Et voici ce qui va vous bouleverser. Cette conscience ne vous juge pas. Elle ne fait qu'observer, témoigner, connaître. Le jugement, la critique, la condamnation. Tout cela vient de l'ego, cette partie de vous qui a appris à avoir honte de ce qu'elle est. La conscience pure vous aime avec la totalité de votre être, ombre comprise. Elle ne souhaite pas que vous soyez différent. Elle souhaite que vous soyez pleinement ce que vous êtes. Quand Jung disait « mais toi », si en parlant du mensonge, il ne parlait pas de votre essence profonde. Il parlait de cette couche superficielle de l'ego qui s'interpose entre votre conscience et votre expression authentique. C'est cette couche qui ment, qui déforme, qui prétend. Votre vraie nature, cette conscience témoin, ne peut pas mentir parce qu'elle ne fait que reconnaître ce qui est. Imaginez un instant que vous puissiez vivre ne serait-ce qu'une journée entière depuis cette perspective, observant vos pensées sans vous identifier à elles, ressentant vos émotions sans être submergé par elles, reconnaissant vos patterns sans être esclave de leur répétition. Vous découvririez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes même pas vos actions. Vous êtes cette conscience qui les observe toutes. Cette réalisation est à la fois la plus simple et la plus révolutionnaire qui soit. Simple parce qu'elle ne demande aucun effort, vous n'avez qu'à remarquer ce qui est déjà là. Révolutionnaire parce qu'elle dissout instantanément des années de conditionnement, de honte, de lutte contre vous-même. Quand vous vous identifiez à cette conscience témoin plutôt qu'au contenu de votre mental, quelque chose de magique se produit. Vos aspects sombres cessent d'être des ennemis à combattre et deviennent des parties de votre expérience humaine à accueillir avec compassion. Votre colère devient « oh, je remarque de la colère qui se lève ». Votre peur devient « je vois que la peur est présente ». Votre orgueil devient « l'orgueil fait son apparition ». Cette distance créée par l'observation consciente vous donne un pouvoir que vous n'aviez jamais imaginé. Le pouvoir de choisir votre réponse plutôt que de réagir automatiquement. Vous pouvez ressentir la colère sans devenir violent. Vous pouvez reconnaître la peur sans devenir paralysé. Vous pouvez observer l'orgueil sans devenir arrogant. Mais voici la révélation ultime. Cette conscience qui vous observe avec tant de bienveillance n'est pas uniquement la vôtre. C'est la même conscience qui regarde à travers les yeux de chaque être humain. Quand vous reconnaissez cette vérité, vraiment la reconnaissez, pas seulement intellectuellement mais dans vos cellules, votre relation avec tous les autres êtres humains se transforme radicalement. Vous ne pouvez plus haïr quelqu'un dont vous reconnaissez qu'il partage votre essence la plus profonde. Vous ne pouvez plus vous sentir supérieur à quelqu'un dont vous savez qu'il lutte avec les mêmes défis fondamentaux de l'existence humaine. Vous ne pouvez plus vous sentir séparé de quelqu'un avec qui vous partagez cette conscience témoin universelle. C'est pourquoi les grands sages de toutes les traditions parlent d'amour inconditionnel, non pas comme d'un idéal moral à atteindre, mais comme de la reconnaissance naturelle de ce qui est déjà vrai. Quand vous voyez clairement, vous aimez automatiquement, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que l'autre est vous sous une forme différente. Le miroir ne ment jamais parce qu'il reflète cette vérité éternelle. Sous tous nos masques, nos rôles, nos histoires personnelles, nous sommes tous des expressions de la même conscience universelle, jouant le jeu temporaire d'être des individus séparés. Nos ombres ne sont que les costumes que nous portons dans cette pièce de théâtre cosmique. Et vous, le vrai vous, pas l'ego qui porte votre nom, vous êtes à la fois l'acteur, le metteur en scène et le spectateur de votre propre vie. Vous avez toujours eu le pouvoir de réécrire le script, de changer de costume, de transformer la tragédie en comédie ou en épopée héroïque. Maintenant, regardez-vous dans le miroir, non pas pour juger ce que vous voyez, mais pour reconnaître qui regarde. Derrière vos yeux, la même conscience qui a toujours été là vous sourit, patiente, aimante, attendant que vous cessiez de prétendre être quelqu'un d'autre et que vous embrassiez enfin la magnificence de qui vous êtes réellement. Le miroir ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Il vous montre la vérité depuis le début. Il était temps que vous la voyiez.